Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Malte Academy. Moi, c'est Arthur qui vous accueille aujourd'hui. Arthur de l'équipe Community chez Malte. Ce matin, je suis avec Paul. Salut Paul. Salut Arthur. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous nous entendez, que vous nous voyez bien dans la partie chat, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de problème technique? C'est bon, c'est parfait, impeccable. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir co-présenter ce nouveau sujet avec Paul, donc en partenariat avec France DevOps. C'est le deuxième épisode qu'on fait ensemble. Merci encore Paul justement pour ta participation. Pour info, on va partager justement cette présentation à la toute fin. Je la remettrai aussi dans le mail de rappel que vous recevrez 1 heure après la fin de ce talk, et on prendra les questions en fin de session. Donc moi, je vais les noter au fur et à mesure, mais voilà, vous étonnez pas si on vous répond pas tout de suite. Il y en a peut-être qu'on va voir au fur et à mesure, et ce sera plus simple si on les reprend tous ensemble à la fin. Si jamais il y a un souci de son aussi ou de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Et sinon, c'est à peu près tout. Paul, je te laisse la main. Moi, je vais couper ma caméra, mais je reste connecté. Donc, s'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis à côté pour qu'on puisse en discuter si besoin. Merci beaucoup Arthur, merci à Malte Academy pour m'accueillir ce midi dans le cadre de France DevOps. L'intitulé de cette heure qu'on va passer ensemble, c'est « Quelle approche DevOps pour un projet de machine learning ?» Et je l'ai sous-titré avec un cadre un petit peu plus précis, qui est celui de l'outil que je vais utiliser aujourd'hui, qui est Azure ML, qui est un SDK Python, un kit de développement, et qui va nous permettre de voir comment on va mettre en place toute cette approche MLOps au travers de différentes étapes, donc, ce qu'on appelle de l'entraînement, du packaging et du déploiement de modèles de machine learning. Alors, juste en 2 mots, quelques liens aussi pour me retrouver. Je suis MVP Microsoft, c'est-à-dire que j'ai un double rôle, on va dire, d'animation de communauté et d'expertise technique sur des produits data, donc beaucoup dans le cloud Azure et d'intelligence artificielle. Et je vous ai mis quelques liens, donc en particulier celui que Arthur vous redonnera à la fin, qui est le GitHub ici, où vous retrouverez tous les exemples de code que je vais utiliser pendant ce meetup. Merci à France DevOps aussi d'avoir organisé cette session. Et voici les 5 points qu'on va traiter ce midi. Je vais commencer par une introduction. Alors, parce que je suis justement dans ce cadre de France DevOps, je vais quand même remettre en place ici les bases du machine learning, très rapidement bien définir les concepts pour que vous puissiez avoir, si vous ne connaissez pas ce milieu du machine learning, vous puissiez avoir les éléments nécessaires pour bien comprendre les différentes étapes qu'on va suivre ensuite. Et on va revenir rapidement sur le pourquoi l'industrialisation du machine learning est nécessaire et surtout comment on va la mettre en place. On va la mettre en place justement au moyen de cette approche entre guillemets MLOps, même si on peut considérer que ce terme-là, c'est une énième déclinaison de DevOps, mais on va voir surtout que c'est des spécificités propres au machine learning. Et je vous ferai une approche comparée. Moi, je ne viens pas du monde DevOps, mais je vous présenterai comment j'interprète cette déclinaison dans le cadre du machine learning. L'outil qui va me servir, c'est ce SDK en Python. On verra qu'il existe aussi dans le langage R et en ligne de commande, mais on va l'utiliser ici avec Python. Et qu'est-ce qu'on va faire à travers de ça? Le point 4, en fait, on va mettre en place ce qu'on appelle des workflows, c'est-à-dire vraiment des successions d'étapes qui vont nous servir dans un cadre de machine learning. Et on verra certains modes avancés. Je vous parlerai un petit peu plus en détail, par exemple, de ce qu'on peut appeler du grid search, de l'automated machine learning ou des pipelines, qui sont des spécificités après qu'on va retrouver dans le code, mais qui viennent enrichir cette approche MLOps. Et en petit bonus, une ouverture sur 2 points qui me tiennent à cœur et vous allez voir qu'ils sont aujourd'hui assez simples à découvrir avec tout le kit d'outils que je vais vous présenter ici. Alors, les bases, voilà, juste pour définir ici ce qu'on appelle l'apprentissage automatique en bon français. La définition, elle date quand même d'il y a quelques dizaines d'années. Et on traduit l'idée de machine learning par le fait de réussir à faire un programme sans le programmer explicitement. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer le code, on ne va pas rentrer de règles, par exemple,
métier. On va pas faire des arbres de décision avec des si, enfin si on fera des arbres de décision, mais, mais on fera pas des enchaînements de si alors sinon par exemple. Hein. On va vraiment laisser le programme se construire parce qu'il va trouver des exemples, il va se baser sur de la donnée qu'on a en entrée pour réussir à se constituer. Si on reprenait ce petit schéma là que je viens de vous afficher ici, c'est le paradigme de tout développement ici d'application. On a de la donnée en entrée, on a de la matière première, un développeur va écrire quelques lignes de code et ça va nous permettre d'obtenir un résultat en sortie. Dans le machine learning, on renverse le paradigme, puisque vous voyez que les sorties, l'output est devenu finalement quelque chose qui sera ici dans nos ingrédients nécessaires à constituer le programme. Et le programme, c'est plus un être humain, un développeur qui le fait, c'est bien la machine qui va l'écrire. Alors attention, hein, je ne vais surtout pas dire qu'on ne code plus du tout en machine learning. On a bien sûr à écrire le code qui va encadrer tout ça. Et deuxième chose ici à bien intégrer, c'est que oui, on utilise les sorties avant du coup d'avoir notre produit fini. Et il faut bien comprendre que ce sont des sorties du passé. En fait, ce sont des exemples de données, de scénarios qui ont déjà été vécus. Si on veut faire un modèle prédictif dans le domaine bancaire de l'attribution ou pas d'un prêt immobilier, ben on va se baser sur tout l'historique depuis, je sais pas, 5-10 ans, si on a les données, dans la banque des attributions de prêts immobiliers. Donc on regarde le passé pour ensuite après mettre en place un modèle avec le plus souvent en fait une vocation prédictive. Donc regardez le passé pour mieux prédire l'avenir, mais attention, si vous comprenez bien aussi ce mécanisme sous-jacent, on va être aussi dans la répétition de ce qui s'est passé pour essayer d'avoir une idée de ce qui se passera dans le futur. Mais tout ça, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là, parce qu'on est ici plus sur les aspects de biais, ce qu'on appelle des biais d'apprentissage. Voilà, donc retenez cette idée simple autour du machine learning, de l'apprentissage automatique. Si on décrit un petit peu plus précisément toutes les familles de machine learning, alors pas toutes non plus ici, mais on va dire les plus utilisées aujourd'hui, celle que je viens de vous proposer ici dans sa vision prédictive, c'est ce qu'on appelle le machine learning supervisé. C'est-à-dire que je sais ce que je veux expliquer en sortie, je sais ce que je veux prédire. Ça sera une donnée qui sera parfois numérique, on parlera ici de méthode de régression. Parfois, ça sera une catégorie, donc ça peut être très bien une donnée binaire, hein, c'est vrai-faux, bon, ou c'est plusieurs catégories. On parlera ici de classification. Mais on a bien ici une idée de ce qu'on appelle en machine learning le label. On sait ce qu'on veut prédire, et pour cela, on laisse, donc, comme dit précédemment, on laisse se construire le modèle ici pour réussir à obtenir, voilà le petit schéma que vous avez ici, hein, donc des représentations en 2 dimensions pour que ça soit encore représentable. Mais on laisse se construire ici le modèle, par exemple ici la droite qui traverse le nuage de points. Le machine learning supervisé, donc on a un label, on a une idée de ce qu'on veut prévoir et c'est ça qu'on modélise. Mais on peut aussi utiliser du machine learning qu'on appelle non supervisé. Alors là, vous voyez qu'ici, on a un nuage de points et on a différencié ces points en 3 sous-nuages, les verts, les rouges, les bleus. Et bien cette différenciation-là, elle s'est faite sans a priori, c'est-à-dire qu'on n'avait pas ici 3 catégories connues. On a laissé en fait les données s'organiser et on a déterminé par l'algorithme la meilleure segmentation ici, permettant d'isoler de manière stable ici les sous-groupes de points. Donc on est ici par exemple sur l'idée de découvrir une typologie de clients. Alors si je reprends toujours le domaine bancaire, j'ai envie de découvrir une typologie de ma clientèle. J'ai pas d'a priori sur un nombre de groupes, j'ai pas d'a priori non plus sur des variables discriminantes. Hein. On va sortir de l'idée par exemple qu'il y a d'un côté les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, etc. On va laisser plutôt ici agir la méthode pour trouver la meilleure discrimination ici entre ces groupes. Et je termine par un domaine qui est de plus en plus en vogue, dont il faut se méfier un peu parce que les cas d'usage sont pas non plus aujourd'hui très très étendus, mais qui est très intéressant par son approche. On va appeler ça le machine learning par renforcement, reinforcement learning. L'exemple classique, vous avez un petit jeu ici de Flappy Bird, hein, donc le petit oiseau qui doit essayer de faire le meilleur chemin au travers d'un chemin semé d'embûches. Là, ici, un simulateur va lancer l'oiseau. L'oiseau va peut-être se cogner dans le pipeline. Dans ce cas-là, il reçoit une pénalité. S'il réussit à franchir l'obstacle, il reçoit une récompense. Et tout ce système-là, en fait, de pénalité-récompense, va lui permettre de tracer le meilleur chemin lui permettant d'aboutir à un objectif.
Alors ça, c'est une approche vraiment qui est intéressante parce qu'on est vraiment aussi sur l'idée d'un apprentissage au fur et à mesure, par l'expérience, par des échecs, par des réussites. Alors attention, ça ne se transfère pas à, par exemple, mes clients bancaires. Je ne vais pas voilà, faire échouer, refuser des emprunts ou les accepter à des clients bancaires un peu pour, voilà, comme ça, pour expérimentation. Donc voilà, c'est vraiment dans des cadres plutôt de simulation, mais c'est un domaine qui explose aujourd'hui et qui explose encore plus parce qu'on utilise des techniques de deep learning, donc de réseau de neurones d'apprentissage profond, et vous entendrez parler de deep reinforcement learning. Donc voilà pour ce survol en quelques mots du domaine du machine learning, et je vais rentrer un peu plus ici dans les cas d'usage, donc vraiment supervisés. On va essayer de lancer, de découvrir un modèle d'apprentissage, un modèle qui va être prédictif. Et ce modèle-là, quand on rentre un peu plus dans le détail du travail des équipes de data science, on va se rendre compte qu'on a toute une succession d'étapes, mais qui finalement sont très logiques dans leur succession, et aussi très itératifs, parce qu'on va revenir, on va voir qu'on va boucler ici pour s'améliorer dans les différentes itérations d'un projet. Alors, première étape, c'est ce qu'on appelle l'entraînement. Ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, on regarde le passé pour essayer de comprendre, pour essayer de tirer des règles, tirer un modèle. Alors attention, on n'écrit pas ces règles, hein, bien sûr, c'est la machine qui les trouve d'elle-même. Ce modèle ici, on va ensuite le packager. Donc ça, je vous en parlerai un tout petit peu après. On va trouver des formats, et ça va rentrer vraiment aujourd'hui dans ce qui nous intéresse en termes de déploiement automatique. On va trouver un format pour ce modèle qui sera judicieux. On va aussi le valider. Alors le valider, ça veut dire que si ça se trouve, mon modèle va attribuer des prêts à des clients qui ne seraient pas en capacité de rembourser. Donc là, on voit que comme on a un modèle qui n'est pas forcément juste, on entend beaucoup parler en ce moment dans un autre contexte, par exemple, de faux positifs, de faux négatifs. Donc le modèle peut se tromper. Donc il est important ici, avant de le lancer en production, par exemple, il est important de déterminer sa qualité. Juste ici, rapidement, une notion importante, vous n'aurez pas un modèle bon à 100%, et ça serait même dangereux, c'est ce qu'on appellerait du surapprentissage, c'est-à-dire qu'on serait trop proche finalement des données du passé, et on perdrait en capacité de s'adapter finalement à des modifications des données. Mais ça, j'en reparlerai aussi en toute fin de présentation. Donc notre modèle est packagé, notre modèle est validé. Maintenant, il va falloir aller le déployer, et là, on va voir aussi ici les solutions concrètes pour le faire. Et étape importante, mais là, on revient ici aussi peut-être dans des choses propres à la démarche DevOps, on va devoir monitorer tout ce qui se passe. Si j'ai effectivement voilà, si on reprend cet exemple de malades qui sont des faux négatifs, hein, c'est-à-dire que je laisse repartir quelqu'un qui est en mauvaise santé, voilà, ça peut être des cas dangereux. Donc il faut ici absolument vérifier si la qualité de notre modèle perdure dans le temps. Et tout ça, c'est itératif parce que forcément, mon patrimoine de données ici s'agrandit. J'ai peut-être la capacité de travailler un meilleur modèle. Et si ce modèle est meilleur, je vais le repackager. Alors, je me serais rendu compte à cette étape qu'il est meilleur. Je vais le repackager, je vais le déployer et je vais continuer à le monitorer. Donc, vous voyez qu'on est vraiment ici sur quelque chose qui a un cycle de vie. Et un cycle de vie, on a envie forcément de l'automatiser. Et on va revenir ici sur des choses comme du déploiement continu. Toujours en introduction ici, si vous n'êtes pas très familier des étapes classiques dans un projet data, vous pouvez le voir à peu près sous ce découpage-là assez grossier, mais qui reflète quand même bien les grandes étapes, les 4 grandes étapes qu'on va retrouver dans un projet data. On va être en nécessité au démarrage d'ingérer de la donnée, on va aller chercher cette donnée pour aller la stocker, peut-être au travers d'objets connectés, au travers d'un ERP peut-être, enfin voilà, tout ce qu'on veut ici, les données du web, on va les ingérer, on va les faire venir ici dans un environnement de stockage. Alors, cet environnement de stockage, et ça c'est vraiment une chose importante, il est découplé de notre environnement qui va nous permettre de faire ensuite tous les calculs nécessaires. Ça c'est vraiment la vision aujourd'hui, en particulier dans le cloud, qui va nous permettre de bien gérer nos ressources, hein, puisque si on le dit vite, le stockage ne coûte pas très cher, et ce qui coûte par contre, c'est beaucoup plus l'entraînement. Voilà, ici, les puissances de machines qu'on va mettre en place pour toute la partie entraînement de machine learning. Donc, étape sur cette base de stockage, on lancera ensuite nos différents traitements. Mais si on s'arrêtait là, si on calculait un très beau modèle de machine learning sur notre laptop, par exemple, ça ne servirait strictement à rien, puisqu'en fait, il est important derrière de le mettre à disposition du reste de l'organisation, de l'entreprise, et de trouver des moyens de consommer ce modèle prédictif. Si je suis en capacité, moi, avec mon laptop, de dire « Attention, ce client-là, il ne vous remboursera pas votre prêt », vous imaginez bien que toutes les agences bancaires de France ne vont pas venir me voir
me demander de lancer une simulation sur mon laptop, il faut absolument qu'on ait quelque chose ici qui soit accessible facilement, qui s'intègre facilement à tout le reste de l'organisation. Et là, on verra que, de manière assez classique, les API REST vont être de bonnes réponses à tout ça. Comment on va travailler concrètement quand on est data scientist ou un data engineer? Alors, il y a deux écoles. Voilà. Moi, je vais plutôt être de l'école notebook, c'est-à-dire qu'on va travailler ici dans des interfaces que je vous montrerai en démonstration tout à l'heure. On va être ici dans une interface qui est très visuelle, qui me permet d'explorer la donnée, qui est très interactive. Attention, ce qui est un petit peu moins sympathique, et là, je pense que je vais peut-être faire un peu de mal à tous ceux qui sont vraiment rigoureux sur le versionning de code. Voilà, ça c'est un notebook. Ce que je vous montre ici, c'est le code ce que j'ai en fait quand j'ouvre ici mon fichier de notebook, et vous allez vous rendre compte après quand je vais passer sur voilà l'exemple ici de interactif, vous allez vous rendre compte que c'est très verbeux et que ça se prête quand même assez mal au versionning. En tout cas, c'est le reproche qu'on peut faire à ce genre d'outil. Moi, en tant que data scientist, je vais quand même vraiment préférer travailler sous cette notion de notebook. Il peut y avoir après des idées de recodage, de simplification pour réussir à faire un produit plus packagé, plus apte à l'industrialisation. Mais en tout cas, souvent, on va travailler avec cette idée de notebook, et Jupyter est une solution aujourd'hui qui permet de les déployer. On va stocker les données, et on va parler ici de dataset, notre jeu de données. Ce sera le dataset qu'on va ensuite travailler au moyen de méthodes de machine learning. Qu'est-ce qu'on va entendre ici après par livrable une fois qu'on aura fini abouti une première itération d'un projet de machine learning? Et c'est là que je vais rentrer un peu plus dans le détail. On va définir ici ce qu'on appelle un artefact, qui est en machine learning composé à minima de deux éléments. Le modèle en tant que tel, et qu'on va sérialiser. Je vais revenir sur cette notion juste après, vous allez comprendre pourquoi c'est des petits cornichons qu'on a ici. Et ici, des requirements, c'est-à-dire tout ce qu'on aura utilisé comme package supplémentaire, parce que quand on sera dans une approche comme les langages R ou Python, on va souvent aller chercher, pour le grand désespoir aussi parfois des data engineers, on va souvent aller chercher des librairies complémentaires qui vont nous aider, et qu'il va falloir bien sûr packager aussi pour faire marcher le modèle. Et pour déployer, et là on revient sur des choses aussi assez connues maintenant, comme une image Docker. Et toute la question finalement avec ce processus ici d'un projet data va être qu'est-ce que je versionne, qu'est-ce que je versionne pas. Le notebook, je vous ai montré que ça pouvait être un petit peu remis en question. Ça sera incontournable, on versionnera, il y a des outils aujourd'hui pour le faire, un petit peu plus poussés par exemple que GitHub ou GitLab, dédiés au machine learning. Ça, ces éléments-là, il faudra les versionner. L'image Docker sera sans doute un petit peu lourde. Le dataset, alors ça c'est encore plus lourd. Finalement, on peut être sur des gigas, voire plus de données. On a du mal à imaginer un dataset sur un repo GitHub. Pour autant, j'en parlerai sans doute en conclusion tout à l'heure, il va être quand même important de savoir comment évoluent les données, et peut-être d'avoir une stratégie de snapshot qui nous permettrait de revenir sur l'état antérieur des données. J'y reviendrai en conclusion. Alors, je rentre un peu plus en détail sur cette idée de sérialisation. Le modèle, repenser à cette idée de trait de régression au travers d'un nuage de points, c'est peut-être le modèle le plus simple. Vous avez tous fait des droites affines au lycée, y égale à x plus b. Ça, c'est déjà un modèle, on pourrait presque dire de machine learning. Ce modèle-là, si on le généralise un petit peu, si on parle de régression linéaire multiple, on aura des données en entrée, c'est tous les x ici. On aura un y qui est le label de la donnée qu'on veut prédire, et tout ça s'écrit sous une formule mathématique qui peut ressembler à ça, dans une forme très, très simplifiée. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? En fait, le modèle, c'est d'essayer de récupérer cette fameuse fonction, ce f ici. Alors, ça peut se faire quand on travaille dans un langage comme Python ou R, parce qu'il y a des packages aujourd'hui qui le font. Les plus connus, je vous les ai cités ici, c'est Pickle, donc pour ça qu'on avait des petits cornichons juste avant, ou RDS pour R. Alors ça, c'est très bien, c'est rodé, ça fonctionne très bien tant qu'on reste dans cet environnement, tant qu'on reste dans le même langage de bout en bout. Attention ici au changement de version. Si vous utilisez, vous allez utiliser une librairie spécifique ici pour Pickle. Attention à ces changements de version, vous pourriez avoir des difficultés à relire un modèle qui a été mis en Pickle il y a quelques temps.
Voilà, donc ça va être des difficultés inhérentes, et là, à cette idée de passer par des packages pour la sérialisation. Une autre approche de sérialisation, c'est d'utiliser les paramètres uniquement. Et là, on voit que c'est quand même beaucoup plus générique, puisque finalement, c'est comme si je conservais ici dans mon équation, c'est comme si je conservais uniquement les valeurs des A et du petit b. Voilà, je conserve tout ça, j'en fais à nouveau une suite d'octets, puisque finalement, le fait de sérialiser, c'est quand même toujours aussi de mettre en binaire. Donc j'en fais une petite suite d'octets, et ça, ça va être finalement assez léger, ça va être assez portable, enfin peut-être pas entre frameworks, mais en tout cas, voilà, ça va résister finalement à des changements de version. Et aujourd'hui, quels sont les frameworks qui travaillent de cette manière-là? Alors, un qui est très célèbre, c'est un moment où on gagnait tous les challenges Kaggle avec ça, c'est XGBoost Gradient Boosting, donc pour des arbres, des forêts d'arbres aléatoires, qui est un framework aujourd'hui qui peut travailler sous cette approche-là. H2O, qui est une société qui a développé vraiment aussi cette approche, et TensorFlow, qui est donc un produit issu des labos de Google, donc très réputé pour tout ce qui est apprentissage profond, réseau de neurones, qui va par exemple fournir ici, dans un réseau de neurones, tous les poids, ce qu'on appelle les poids synaptiques, tout ce qui permet, tous les petits coefficients qui viennent constituer un réseau de neurones. On fournira ça au moyen d'un fichier HDF5 ou maintenant Checkpoint. C'est une petite évolution dans l'approche de TensorFlow. Alors ces approches-là, elles sont donc plus légères. Alors plus légères, attention, parce que si vous avez entendu parler d'un modèle comme GPT-3, donc un modèle de traitement de langage naturel qui buzz pas mal en ce moment, il contient 175 milliards de paramètres. Donc vous imaginez que même en gardant juste les petits coefficients, ça fait un fichier quand même assez costaud. Voilà, donc, mais en tout cas, cette approche-là est un petit peu plus intéressante, un petit peu plus pérenne que la sérialisation ici par package. Et dernière approche ici, ça serait d'aller vers plus de portabilité, c'est-à-dire que finalement, quel que soit le framework qu'a utilisé le data scientist, moi j'ai envie d'avoir au niveau industrialisation, j'ai envie d'avoir quelque chose de générique. Et là, il y a des recherches aujourd'hui qui se font vers des formats de modèles. Alors, PMML, qu'on a pu voir aussi dans le milieu des développeurs R, PFA, qui est fait par les mêmes personnes que PMML, qui je ne sais pas si on peut dire une deuxième version, mais une évolution finalement de leur approche sur cette portabilité de modèles. Et ONNX, qui est un travail conjoint entre Microsoft et Facebook, Open Neural Network Exchange. Donc là, l'objectif, principalement pour du deep learning, pour des réseaux de neurones, c'est de produire un format qui est compatible entre différents frameworks d'apprentissage. Donc cette question de la sérialisation, j'y ai passé un peu de temps parce qu'elle est fondamentale, et c'est ça qui va déterminer ensuite la logique de déploiement. Alors maintenant que j'ai posé toutes ces bases-là, il est temps de vous donner une définition de ce que j'entends par MLOps. Alors je vais commencer en vous donnant peut-être ma définition un petit peu sûrement très réductrice de ce qu'on appelle le DevOps, mais j'en retiens 3 éléments. La capacité à reproduire du code, la nécessité de le tester, et la capacité ensuite à déployer, à intégrer et déployer de manière continue. Si je transfère ça au MLOps, on se rend compte que l'objet principal, ce que je vous ai présenté depuis le début, l'objet principal du machine learning, c'est cette idée de modèle. Et ce modèle, encore plus, pensé comme un petit binaire sérialisé. Ça sera important de savoir reproduire un modèle. Alors, reproduire un modèle, attention, ça c'est finalement peut-être quelque chose de très complexe en machine learning, parce que il y a de l'aléatoire dans la manière dont les modèles peuvent se faire. Il y a des données en entrée qui bougent. Il y a des mécanismes après, on parlera par exemple de grid search, des mécanismes de recherche du meilleur modèle qui peuvent varier. Il y a des méthodes d'évaluation qui ne donnent pas toujours tout à fait les mêmes résultats. Donc ça, c'est quelque chose d'assez complexe, mais on va au moins se dire que dans la reproductibilité du modèle, on entend à un moment pouvoir recharger le modèle, être en capacité de redonner au moins la même prévision à un instant T. Si j'ai fait évoluer mon modèle, si j'en ai fait des livraisons, si j'ai relivré différentes versions, je veux à un moment donné être en capacité de dire, voilà, ça c'était la version utilisée le jour où monsieur ou madame un tel s'est fait refuser son emprunt bancaire. Je suis en capacité de recharger ce modèle, de rejouer la prévision et peut-être de lui expliquer pourquoi on lui a refusé son emprunt. Validation du modèle, voilà, c'est un petit peu le pendant du testing dans le code. Nous ici, on va vraiment vouloir valider que notre modèle est bon, qu'il n'y aura pas justement une dérive des faux négatifs, par exemple. Et déployer le modèle, c'est le pendant ici du déploiement de l'app, et c'est ça qu'on veut pousser au maximum.
de manière automatique. On rajoute à cette idée l'idée de réentraînement, et je finirai, ce qu'on va appeler un petit peu plus tard, finalement une chaîne d'A/B testing, de se dire qu'aujourd'hui on a quelque chose en production, si on fait mieux dans nos labos, si en entraînement on arrive à trouver mieux, et ben le modèle B prend la place du modèle A, toujours de manière automatique. Très vite, parce que vous en êtes sûrement convaincu si vous participez à un meet-up comme France DevOps, pourquoi il faut industrialiser ici, pourquoi industrialiser le machine learning? Alors non pas parce que l'ère du POC est terminée, mais bien parce que c'est finalement le seul moyen peut-être à un moment d'avoir un véritable retour sur l'investissement qu'on peut faire dans la donnée. Et tout ce qu'on va attendre de ce processus d'industrialisation, c'est bien sûr de gérer du versionning, gérer des backups, pouvoir avoir une planification de tous nos jobs, un enchaînement contrôlé, monitoré, intégrer toute la sécurité de l'entreprise, et peut-être un peu plus ici dans le cadre du machine learning, avoir du déploiement qui sera en capacité de se faire sur des terminaux légers et déconnectés, ce qu'on va appeler le edge. Alors voici ma liste de courses. Je m'étais amusé à la faire dans le cadre d'un projet, donc c'est vraiment de la liste, voilà, tout ce que j'avais envie de trouver pour pouvoir justement répondre à un contexte de mise en production. Il me faut quelque chose qui me permette de planifier. Alors de planifier quoi? Mon nettoyage de données. Il faut bien se dire que la donnée n'arrive pas vraiment très propre pour être utilisée par le machine learning. On a souvent besoin aussi de retravailler les données, ce qu'on appelle le feature engineering, c'est-à-dire de recréer un peu plus d'intelligence dans la donnée. De l'entraînement, du réentraînement, tout ça doit s'enchaîner après le nettoyage, et puis peut-être en mode batch ici, des calculs de prévision. Tout ça, j'ai envie que ça s'enchaîne de manière logique. J'ai besoin aussi de tout un système d'archivage. Alors, ici, je ne parle pas d'archivage de ma donnée, je parle bien d'archivage des modèles, les fameux binaires sérialisés. Je veux en faire des versions par type d'algorithme, par itération d'entraînement. Et donc, dans ce fameux, en trouvant le meilleur compromis ici entre être dans mon framework de développement et assurer une certaine portabilité. Je veux exposer ce modèle, et ici je veux que ça soit simple et que je veux que ça soit compréhensible pour des développeurs qui maîtrisent les API. Je veux leur fournir quelque chose de bien documenté pour qu'ils puissent facilement réintégrer la chose. Mais attention, il faut absolument que ça soit sécurisé. À minima, on aura par exemple la nécessité d'ajouter un token pour l'appel à l'API. Et tout ça, bien sûr, dans un monde idéal, il faut que ça passe à l'échelle, c'est-à-dire que si pour une agence bancaire, j'arrive à répondre ici à la volée pour prédire que les clients vont rembourser ou pas leur emprunt, il faut que je puisse le passer à l'échelle peut-être de 15-20 000 agences sur la France. Alors ici, je ne vais pas m'attarder sur cette diapo, je vous la laisserai aller dans les slides que vous aurez en accès. C'est juste pour vous donner une vue globale de toute l'architecture qu'on met en place avec la branche MLOps qui va venir finalement derrière s'intéresser surtout à la partie entraînement, réentraînement, déploiement et exposition du modèle. Et si vous voyez les noms des ressources Azure, on va par exemple se baser sur du Kubernetes ici pour supporter ce qu'on appelle la fonction de scoring, c'est-à-dire l'outil prédictif en tant que tel, donc le modèle, mais dans sa version interrogeable et qui renvoie des réponses, des prévisions. Un outil ici que je ne développerai pas non plus, mais vraiment regardez-le de plus près si vous vous intéressez au MLOps. MLflow, c'est un projet open source développé par la société Databricks en particulier, et qui donne vraiment tous les outils pour versionner proprement des modèles, les artefacts, et même travailler ensuite à leur déploiement. Alors par contre, ici, moi j'utiliserai la solution aujourd'hui qu'on trouve dans Azure et qui est proposée par Microsoft et qu'on trouve dans Azure, qui est Azure Machine Learning. Alors c'est vraiment quelque chose d'assez large. Je vais vous présenter juste un tout petit bout de cette solution-là, mais sachez que c'est à la fois un portail qu'on va trouver dans le cloud, et c'est aussi derrière un SDK, un kit de développement qu'on va trouver en R ou en Python et qui va nous permettre justement de coder, de scripter absolument toutes les étapes qu'on veut réaliser. Donc toutes ces étapes de la préparation de données jusqu'au déploiement du modèle. Alors voici à quoi ressemble le portail. Je vais passer rapidement en démonstration. Juste pour vous dire deux mots sur le SDK. Donc comment ça s'installe, je vais très vite aussi parce que le but est que vous ayez ces diapos pour revenir un peu plus tard après si vous le souhaitez sur les démos et les refaire par vous-même. Donc
c'est un package Python qu'on installe de manière classique. Ce SDK, alors attention, il n'est pas open source, hein, voilà, donc c'est outil propriétaire Microsoft. La documentation est disponible. Qu'est-ce qui va faire? Quels vont être les grands outils qu'on va retrouver, enfin les grandes notions qu'on va retrouver finalement dans le code Python qu'on va écrire ici? Et ben on va réussir à manipuler tous les objets nécessaires pour notre pipeline de déploiement. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir manipuler des jeux de données. Alors, ces jeux de données, bien sûr, ils sont quelque part, ils sont pas sur le laptop en local, ils sont dans ce qu'on va appeler des data stores. Il nous faudra gérer des ressources de calcul. Là encore, c'est pas mon laptop qui réalise les calculs, c'est peut-être une VM, voire un cluster de VM, voire des machines en GPU si j'ai un petit peu d'argent sous le coude et beaucoup de données à traiter, enfin des phénomènes complexes comme des réseaux de neurones à traiter. On va manipuler la notion d'expérience. Ça, c'est vraiment juste l'élément clé, enfin, on peut dire le projet finalement, hein, c'est le projet qu'on va mettre en place ici, dans lequel on va définir des pipelines, des enchaînements d'étapes. On va bien sûr travailler avec l'objet modèle, hein, qui est ici la matérialisation dans le code de notre modèle de machine learning. Et on en fera ici, par une étape qui s'appelle l'inférence, on créera un endpoint. Ça, c'est vraiment le service web prédictif qu'on appellera l'API, qu'on souhaite appeler en fin de chaîne. Donc tous ces éléments-là, je vais les manipuler grâce à du code. Je vais écrire du code qui va faire tout ce travail finalement de déploiement continu. Un mot rapide sur les sources de données. Aujourd'hui, elles sont sur Azure forcément. Donc voilà ce qui peut être aujourd'hui, je reviendrai en conclusion là-dessus, mais ce qui peut être une limite de cet outil-là. Si vous n'avez pas aujourd'hui l'intégralité de votre projet data sur Azure, vous ne serez pas en capacité d'utiliser complètement l'approche que je vais vous présenter ici. Un petit bout de code ici, rassurez-vous sur le code. Le plus simple me paraissait de vous fournir des notebooks complets de A à Z. Donc ces notebooks, vous les trouverez sur le repo GitHub qui était en lien au début de présentation et qu'on vous fera suivre à la fin de cette session. Ici, un petit aparté pour mettre en évidence une approche qui est assez... qui déstabilise pas mal, on pourrait dire, le monde de la data science aujourd'hui. Qui est un peu on pourrait appeler la force brute de la data science, c'est-à-dire que si on doit trouver un modèle, aujourd'hui, vous avez dans les approches mathématiques, vous avez peut-être, je sais pas, 10, 20, 30 approches mathématiques différentes. Toutes ces approches-là, après, sont paramétrables et on va travailler sur ce qu'on appelle les hyperparamètres. On va chercher vraiment à jouer sur des petits curseurs de paramétrage qui font qu'on différencie à nouveau tous ces modèles. Et l'objectif à la fin, c'est qu'on soit le meilleur possible dans notre pouvoir prédictif. Et ben on peut utiliser ici ce qu'on appelle de l'automated machine learning, c'est-à-dire que finalement on va lancer peut-être 30 modèles de machine learning en parallèle. On verra bien à la fin qui est le meilleur. Alors pour ça, quand je dis qui est le meilleur, c'est parce qu'on aura donné justement des critères d'évaluation. On aura dit ici, alors bien sûr des critères de coût, hein, si mon modèle met 5 jours à s'entraîner, il sera peut-être excellent, mais en tout cas ça m'aura coûté très cher. Donc on se donnera ici des critères d'évaluation et de durée d'entraînement. Et tout ça va faire qu'on va récupérer ici le meilleur modèle et que finalement le travail du data scientist pourrait se réduire finalement à la préparation de données. Bon, c'est pas si vrai que ça, quelques autres vidéos que vous pourrez trouver où je développe un peu plus ces aspects-là, mais voilà, retenez qu'on peut même pousser finalement dans notre automatisation. Ici, on peut même pousser le fait d'aller rechercher le même modèle, le meilleur modèle. Comment on sera en capacité de déployer ce modèle sur Azure? Alors, je ne rentre pas dans le détail ici. Je vous ai juste mis du code pour le déployer dans la version, on va dire, qui est peut-être la plus basique et la moins chère, parce qu'on parle toujours quand même de coût des ressources cloud, qui est ce qu'on appelle une Azure Web App. Donc, l'image Docker qu'on produira au travers de tout notre pipeline de déploiement viendra se déployer sur une Azure Web App de manière assez simple. Et là encore, je vous donne les lignes de commande qui permettent de le réaliser. Alors, je vais passer à une démonstration pour rendre tout ça plus concret. Mon jeu de données. Bon, je suis désolé, je reste dans le médical. On a peut-être un peu beaucoup en ce moment de ces études médicales, mais ici, on est sur le diabète. Et on modélise, on cherche à prédire une variable qui est notée Y ici, donc qui est une variable numérique. Donc on va travailler sous forme de modèle de régression à partir de toutes les autres variables qui sont elles-mêmes numériques ici, pour expliquer ici cette valeur.
Alors, je vais passer sur la démo à partir de mon serveur de notebook Jupyter Lab. Alors, je reviendrai sur un point important qui ressortira peut-être dans les questions, c'est qui finalement rédige ce code. Data scientist ou data engineer, volontairement, je ne vais pas répondre tout de suite à la question, je vais vous laisser vous faire une idée en découvrant ici le code que je crée pour réaliser l'intégralité de cette chaîne de déploiement, donc de l'entraînement jusqu'à obtenir un service prédictif, une URL que je pourrais interroger. Alors bien sûr, j'ai un début de chargement ici de mes librairies et donc de ce fameux SDK Python qui va me servir à travailler. J'ai une connexion ici avec l'espace de travail, donc qui est finalement le portail, voici à quoi il ressemble, hein, le portail Azure Machine Learning. Donc dans ce portail-là, en fait, je vais retrouver finalement de manière très visuelle, hein, on quitte le code, je vais retrouver, si je rafraîchis la connexion, je vais retrouver les jeux de données qui sont référencés, je vais retrouver les modèles que j'ai versionnés. Voilà, ça c'est donc mes jeux de données référencés. Je vais trouver aussi mes modèles et je vais être en capacité de retrouver ici différentes versions. Donc ça va être très intéressant d'un point de vue versionning de mon fameux objet modèle. Et je vais retrouver ici la façon de gérer mes ressources de compute, mes ressources de calcul. Donc tout simplement une petite VM, là, comme j'ai fait pour la démonstration, mais ça pourrait être aussi de provisionner un cluster beaucoup plus important si j'ai des travaux plus conséquents. Donc je fais ce lien ici avec ma ressource Azure. Et ensuite, c'est parti, je définis donc cette notion d'expérience qui est finalement juste le cadre de mon projet. Je vais chercher mon jeu de données. Ce jeu de données, je le travaille d'un point de vue machine learning, mais pour ça, il va me falloir une ressource de calcul. Alors, dans ce code que je vous montre ici, j'ai pris justement l'angle de dire que c'est pas ma petite VM là, qui supporte déjà mon serveur Jupyter qui va le faire. Je vais travailler à distance, je vais avoir une ressource, ici une target compute, à nouveau je vais définir, donc c'est aussi à nouveau ici une grappe de machines virtuelles. Donc ces machines virtuelles vont me servir de support pour réaliser les étapes le code en tant que tel, le code de machine learning, qu'on va retrouver un petit peu plus bas. Voilà le code ici. Et ce code-là, cette étape d'entraînement, mon code Python d'entraînement, c'est finalement rien d'autre que ce que fait un data scientist sur son fameux laptop quand il développe en local avec juste Python et quelques packages comme ce qu'on appelle scikit-learn en particulier pour du machine learning. Donc ce code-là dans ce code-là, je ne peux pas retrouver finalement de spécificité de mon SDK de déploiement. J'intègre ici le code d'un data scientist au travers de mes outils qui viennent piloter, qui viennent mettre du lien en fait dans toutes ces étapes. Une fois que j'ai préparé ce code et qui va aller s'exécuter sur mon environnement de calcul, il faut que je l'accompagne de toutes les librairies, de toutes les dépendances. Alors, je vous parlais de scikit-learn, qui est justement la librairie classique du machine learning en Python, Pandas qui permet de gérer ce qu'on appelait les datasets ou data frames en Pandas, donc les jeux de données pour qu'ils soient manipulés de cette sorte-là, Joblib qui est ici la librairie pour le fameux pickle, donc mon modèle sérialisé. Donc tout ça, je l'envoie aussi sur ma ressource de calcul, et on voit que ça va avoir de l'importance ici, ce mécanisme-là, parce qu'on va le retrouver finalement au moment aussi où on va le passer sur une ressource d'inférence, c'est-à-dire au moment où on va mettre en place le mécanisme prédictif. Et c'est un petit fichier YAML, hein, voilà, tout simplement ici qu'on crée avec l'intégralité des dépendances. Si je vais un petit peu plus bas dans le code ici, hop, je vais aller trop vite, voilà, on va... non, je ne vais pas aller assez loin, par contre, hop, je vais descendre un petit peu plus bas. Voilà, on va arriver ici, une fois que le modèle donc, a été réalisé au travers de mon script, et on va l'enregistrer, on va le versionner, ça c'est vraiment la partie importante donc, de versionning de mon modèle. Et ensuite, on va s'occuper de toute la partie prédictive. Alors, on a entraîné, on a fait ce petit binaire sérialisé. Maintenant, il faut qu'on écrive une fonction qui soit en capacité de le réouvrir. Vous retrouverez par exemple ici Joblib, qui fait un load cette fois-ci, donc qui est en train d'aller lire le fameux binaire pickle pour aller rouvrir le modèle pour retrouver le y égale à x plus b.
Et ensuite, j'utilise tout simplement ici des méthodes, la méthode Predict qui me permet de réutiliser ce modèle avec de nouvelles données et de me renvoyer un résultat. Et là, les décorateurs que vous trouvez ici sont les exemples de ce qu'on attend en entrée et de ce qu'on produira en sortie. Et ça, c'est la fonction que j'ai définie. Cette fonction, maintenant, il faut que je la fasse porter par une ressource. Et cette ressource, c'est ce que je vais appeler ici la ressource d'inférence, donc qui va, elle, servir à supporter les appels de l'API et qui va en fait répondre, qui va faire un mode question-réponse finalement avec une autre application. Et là, à nouveau, je définis une configuration de machine. Là, je vais bien avoir quelque chose de concret, comme c'est bien de dire ça, de concret pour une machine virtuelle, mais il me faut définir ici une ressource. On n'est pas en service manager, c'est ça que je veux dire par là. Donc cette ressource ici, par exemple, container instance, qui est on va dire un peu la version développement pour du Kubernetes dans Azure, ben je la dimensionne, je donne un nombre de CPU, un nombre de gigabytes de RAM, et c'est parti, cette image Docker se déploie maintenant donc, du coup, sur cette ressource. Et une fois que cette image est déployée, et ben on peut travailler de la sorte, c'est-à-dire, alors, j'avais peut-être un exemple dans un autre. Alors, je l'ai pas ici avec la syntaxe plus proche de l'usage qu'on fait de manière usuelle des API, mais vous voyez que ça, c'est peut-être le plus important en fin de chaîne pour ensuite transmettre le livrable à une équipe de développement, par exemple, d'application. On leur fournira ici ce endpoint, donc ce point de terminaison qui porte la fonction de scoring et à qui on enverra de nouvelles données et qui répondra en effectuant une prévision. Et au travers de tout ce code, voilà, j'ai encapsulé ici le travail d'un data scientist, qui est plutôt le travail d'entraînement. Je l'ai encapsulé pour que ça devienne, de manière automatique, au travers de toute l'exécution de ce notebook, pour que ça devienne un service web prédictif. Alors, je détaille ici, je vais les passer rapidement parce que l'heure tourne et je voudrais donner quelques points de réflexion avant de passer aux questions. Mais chose importante ici, voilà, donc tout le code finalement reprend cette idée d'automatisation avec derrière des supports pour le versionning des modèles, pour l'artefact, donc aussi bien le modèle que les dépendances, et derrière la capacité à déployer du Docker sur des web apps par exemple. Juste rapidement pour voir. Je vais passer rapidement les étapes de pipeline qui permettent d'être encore plus fin dans la préparation de données. Je vous ai montré ici juste du code d'entraînement. Bien sûr, dans la vraie vie d'un projet de data science, on aura beaucoup d'étapes de nettoyage. Toutes celles-ci peuvent être conditionnées voilà, comme des étapes ici, ce qu'on appelle un pipeline, avant de passer à l'étape d'entraînement en tant que tel. Alors, pour vous donner quelques points de conclusion, vraiment, chose importante à comprendre pour cet outil qui est Azure ML et son SDK, ici Python. On a vraiment une dualité d'outils. Je vous ai rapidement montré une interface qui permet de se retrouver, de naviguer, de retrouver tous ces objets, mais on va surtout la piloter par du code et c'est en ça qu'on va vraiment avoir une approche MLOps. On va pouvoir bien différencier toutes les ressources à tous les moments de compute, ça c'est important. J'aurais peut-être besoin de machines avec du GPU, de grosses machines avec plein de RAM et des GPU pour l'entraînement. Et puis, il me faut une petite image, une petite VM toute simple à 1 giga de RAM pour le déploiement. Donc voilà, vraiment, on peut splitter ces ressources-là et ça, c'est de l'optimisation après qu'on fait du coup. Il manque des choses aujourd'hui si votre projet sort du cadre Azure. Vous n'avez pas de connecteur, par exemple JDBC ou DBC. La préparation de données se fait à nouveau par du code. Donc, ça nécessite d'avoir tout codé et on sait que par exemple des outils, je vais citer par exemple Alteryx ou Dataiku DSS qui sont des outils plus de préparation visuelle de données. On ne s'intégrera pas avec ces outils-là. Il va falloir absolument tout faire dans cet outil. Et il nous manquerait aussi, alors ce qu'on aime bien quand on fait des prévisions, c'est savoir si on a une qualité de prévision et donc avoir un outil qui intégrerait ce qu'on appelle une feedback loop, c'est-à-dire que les fameux clients à qui j'ai refusé un emprunt, ils vont sans doute me dire qu'ils sont pas contents, mais voilà. En tout cas, j'aimerais pouvoir réintégrer, eux, leur avis sur la prévision que j'ai pu faire. Juste, hop, je sélectionne un petit peu les diapos pour vous laisser la place pour les questions, mais je voudrais retrouver une diapo
importante parce que tout ce que je vous ai montré là se fait aussi en... Alors, moi, je ne l'ai pas en diapo, c'est pour ça que je ne la trouve pas. Je l'ai ici dans mon Azure DevOps. Alors, si vous connaissez Azure DevOps, tout ce que je vous ai montré ici en approche code Python peut se refaire aussi avec des lignes de commande, donc en Azure CLI, donc c'est-à-dire des étapes d'entraînement voilà, qu'on va retrouver ici, hein, le fait d'aller entraîner à distance sur une machine, le fait d'aller déployer, enregistrer le modèle, puis le déployer, tout ça se fait aussi en ligne de commande de type Azure CLI. Donc si vous ne connaissez pas Python, voilà, ce n'est pas rédhibitoire pour l'usage de cet outil. Et dernières idées en conclusion, avant de vous laisser la place pour les questions. Et ça m'intéresse d'avoir votre avis sur cet outil-là. Ça nécessite quand même des compétences, un champ de compétences assez vaste. C'est-à-dire qu'il est important d'avoir une vision de l'architecture globale du système d'information pour comprendre quelles vont être les contraintes de sécurité, de nécessité de portabilité entre différents environnements, quelles vont être les capacités pour un data scientist, par exemple, à provisionner du compute s'il en a besoin, ou est-ce que c'est complètement interdit. Est-ce l'approche de data engineering, elle va être vraiment importante ici, hein, parce que même si moi j'ai travaillé ici avec un notebook, on peut faire du code dans VS Code par exemple, hein, et le soumettre après à des logiques de test. Enfin, on va pouvoir vraiment blinder ça. J'ai plus une approche de data scientist, mais on va pouvoir se remettre ici dans une approche plus carrée, on pourrait dire peut-être pour l'industrialisation. Mais néanmoins, ça va demander pour les gens qui vont prendre ça en main, qui vont peut-être parfois réécrire du code, ça va demander vraiment la nécessité de comprendre pourquoi on est passé par tel modèle de machine learning, donc quels sont derrière les principes mathématiques, pourquoi d'un point de vue fonctionnel on est allé faire ça aussi, ça va être important pour bien réussir l'industrialisation. Donc c'est forcément un travail d'équipe, ça c'est sûr. Aujourd'hui c'est difficile, enfin voilà, c'est le mouton à 15 pattes, hein. Ouais, donc il faut travailler à plusieurs là-dessus, mais attention, ce n'est pas non plus, et ça c'est important pour la réussite d'un projet de ce type-là, c'est pas non plus deux projets séparés. C'est pas le Data Lab et ensuite la Data Factory, c'est vraiment un seul projet, même d'un point de vue budgétaire, parce qu'il faut travailler ensemble dès le début. Il faut anticiper. Les data scientists doivent anticiper l'industrialisation, les data ingénieurs doivent faire l'effort d'aller comprendre ce qui a été fait, et surtout, je conclurai là-dessus, ne pas oublier derrière que le projet, une fois livré, ne s'arrête pas, mais là encore, dans le monde DevOps, je pense que c'est une évidence, et qu'il va falloir monitorer tout ça. Et je terminerai juste avec une petite ouverture. Hop, elle est ici. Une petite ouverture qui est une autre fonctionnalité de cet outil, qui permet justement de contrôler ce qu'on appelle la dérive des données, hein, data drift. Allez, je reprends toujours mon exemple de client bancaire. Et voilà, j'ai entraîné mon modèle avec des données, je vous ai dit, il y a sur 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, peut-être qu'avec, je sais pas, l'explosion des organismes intermédiaires, mais toute une nouvelle approche dans la demande de crédit. Si je suis pas en capacité de voir que mes données en entrée, je sais pas, on pourrait dire presque sociologiquement ici, ma donnée est en train de changer, mon modèle va prédire à côté. Et donc, on peut avoir des outils ici de surveillance de ces données et de contrôle de la capacité de contribution d'une donnée au modèle. Voilà. Et un système d'alerte ensuite par email. Alors ça, c'est vraiment la toute dernière, voilà. C'est au-delà de la cerise sur le gâteau, on est aux pépites de chocolat sur la chantilly ici, mais voilà, si on pense le projet jusqu'au bout, c'est un point à ne pas oublier. Je ne vous ai pas parlé d'interprétation de machine learning parce qu'on n'avait pas forcément le temps, mais sachez que c'est aussi dispo dans l'outil. Et je vais regarder avec toi, Arthur, du coup, si on a des questions qui sont arrivées. Ouais, merci beaucoup, Paul. C'était top. On a quelques questions qui sont glissées entre-temps. Jonathan qui demandait justement, tu parlais de 2 méthodes pour la partie ingest. Quelle est justement la deuxième méthode? William a répondu dans le chat en disant la deuxième méthode, ce serait passer par un éditeur et créer des scripts, du code pur et dur. Est-ce que c'est bien ça que tu sous-entendais? Alors, oui. Enfin, au moment où on va faire venir la donnée, alors c'est vrai qu'on a pas mal dans le monde des ETL, hein, des outils de transformation, de la gestion de données. On a beaucoup d'approches en boîte, hein, c'est-à-dire qu'on a des approches visuelles, alors plus ou moins efficaces, mais qui sont quand même assez
assez utilisées. Ces approches-là, on va avoir du mal à les piloter dans l'approche que j'ai présentée. Et c'est vrai que l'intérêt de tout coder de A à Z, il est assez flagrant. C'est-à-dire qu'une fois que si toute notre chaîne de traitement de données, c'est du code, ben, ça va être beaucoup plus simple après à réintégrer, à déployer. Mais attention, là, à nouveau, il nous faut les compétences nécessaires pour coder justement toute cette ingestion de données. Ok, ça marche. On a une question qui a reçu pas mal de votes de Grace. Comment convaincre son entreprise à basculer sur le cloud quand le premier contre-argument, c'est les données sont sensibles? Alors, ouais, c'est une question qui revient souvent. J'ai pas envie de le prendre sous l'angle de la provocation qui serait de dire qu'est-ce qui me prouve que vous les sécurisez quand elles sont chez vous. Ouais, moi, je contourne souvent la question en parlant de scalabilité parce que quelle va être la capacité de l'entreprise à aller augmenter ses puissances, de rajouter des baies dans la salle serveur, de répondre à la charge. On a eu un exemple, alors il passait par du cloud, mais il y a un grand salon de la data il y a quelques semaines qui a eu des gros problèmes de scalabilité parce que tout le monde s'est connecté le matin et le site est tombé. Enfin, c'est indispensable aujourd'hui de pouvoir passer à l'échelle. Et si justement c'est un salon, eh ben on sait très bien que le lendemain de la fermeture du salon, on n'aura plus besoin de cette échelle-là. Pour moi, c'est l'argument fort du cloud. Après, quand on va dans le cloud, on ne le fait pas n'importe comment, on rajoute en fait ici toutes des briques de sécurité. Si je vous parle un peu plus du monde Azure, vous pouvez avoir des canaux de transfert qui sont privés pour que vos données passent de votre monde on-prem vers Azure. Sur Azure, les données seront chiffrées. La clé de chiffrement, ça sera la vôtre. C'est pas forcément Microsoft qui en dispose. Et vous aurez aussi la capacité de rajouter des protections classiques de type firewalling. Néanmoins, pour moi, ce qui reste le plus important si vous poussez vos données dans le cloud, c'est le chiffrement. Ça, c'est vraiment indispensable d'avoir la main sur le chiffrement. Mais si les transferts, si vous sécurisez le transfert, après, ça me semble assez sûr là-dessus. Mais bon, voilà, il y a des failles de sécurité partout, mais il faut les évaluer en interne comme sur le cloud. Super. On a une question de Nastasia ensuite. Deux questions. Est-ce que vous mettez en prod des notebooks? Et la deuxième, c'était avez-vous pu tester le Data Drift avec Azure Machine Learning? Est-ce que vous avez des retours? Alors, oui, la question sur les notebooks en prod. Alors oui, je mets des notebooks en prod. J'ai pas honte. Non. En fait, j'utilise beaucoup moi Azure Databricks qui a son propre éditeur de notebook et qui en fait nettoie quand même globalement, qui est beaucoup moins verbeux qu'un notebook Jupyter, comme j'ai pu vous montrer là un peu par provocation. Donc on se retrouve finalement avec quelque chose qui est quasiment un point paille, si je prends un notebook que je fais en PySpark, et du coup c'est quand même je suis plus serein de le poser sur Git et de le déployer en prod. Donc faut quand même, faut pas faire tout et n'importe quoi dans les notebooks si on pense les envoyer en prod. Et pour moi, justement, l'approche avec Databricks c'est assez pertinente. Le Data Drift, je l'ai pas testé parce que ça demande pour le coup d'avoir justement un cas d'usage où c'est on est déjà sur de la prod et où derrière on est en capacité de payer quand même le coût de ce data drift qui est porté par du Kubernetes et qui n'est pas négligeable. Donc c'est important, mais effectivement il y a des freins aujourd'hui sur le coût engendré. Ok. Écoute, Paul, on n'a pas de questions supplémentaires. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous justement qui en ont eu entre-temps. Il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas à nous écrire là tout de suite justement dans la partie questions. Oui, vous retrouverez justement les slides dans le lien GitHub que Paul a mentionné tout à l'heure. Je vais vous le renvoyer tout de suite, hop, pour que vous puissiez la voir. Je vous le remettrai dans le mail justement récapitulatif de fin de session. Et peut-être si je peux poser une petite question, j'aurais dû la faire en début de session, j'ai pas pensé, mais voilà, pour les participants, est-ce que vous êtes plutôt data scientist ou data engineer ou
vous êtes un mix des deux. Enfin, voilà, ça m'intéresse de le savoir parce que on est, comme je vous le disais en conclusion, on est quand même sur un outil qui mélange, qui peut mélanger les deux approches, et pour autant, c'est quand même compliqué d'être d'être le fameux mouton avec une grande quantité de pâtes. Voilà, donc si vous pouvez me donner vos profils, ça m'intéresse, DE, DS, pour connaître un peu l'audience. Ou ni l'un ni l'autre, hein, je vois qu'il y a des curieux, et ça fait plaisir d'avoir des gens curieux qui viennent pour ce genre de présentation. Je sais pas si tu arrives à suivre la discussion, Paul, tu vois un peu. Je les vois passer, ouais, ok. Okay. C'est assez équilibré, et puis des gens qui n'étaient pas de. Enfin, j'espère que pour ceux qui n'étaient pas du monde de la data, l'intro vous a permis de bien poser les bases. Donc n'hésitez pas à aller récupérer les notebooks. Alors ça demande forcément derrière d'avoir une souscription Azure, ça peut se faire un peu de crédit si vous vous inscrivez pour la première fois. Et ce que je vous propose en notebook, c'est pas ça va pas vous vider le crédit vous pouvez vraiment le tester sans sur quelques temps, et ça c'est pas très consommateur en termes de crédit. On a eu 2 questions entre-temps, voire 3 sur la sensibilité des données. La question a priori portait plutôt sur la sécurité. Alors, ne portez pas sur la sécurité d'accès aux données, plutôt sur le fait que les clouds d'aujourd'hui sont des entreprises américaines, et que même si les data sont des data centers européens, ils sont soumis aux lois américaines, Patriot Act, etc. Oui, je suis complètement d'accord avec cette remarque-là. Même si vous êtes dans les data centers France de Microsoft, c'est quand même une société américaine avec le droit américain qui s'applique et toutes les conséquences que ça peut avoir. Et là-dessus, je n'aurais pas d'argument pour aller dans le cloud là-dessus. Je comprends. Enfin, si, j'ai un argument, c'est aller dans le cloud, mais aller dans le cloud avec des acteurs européens. C'est possible aussi. On les connaît moins, mais ils existent. Ça marche. Question donc de Yuen. Faut-il considérer le modèle comme du code ou comme un artefact? Alors le modèle, c'est une partie de l'artefact. C'est ça qui est important, parce que, encore plus quand on a cette approche de portabilité qui est de dire que j'ai envie que mon modèle marche quel que soit le framework, pas forcément celui dans lequel on l'a développé. Donc il faut voir le modèle, il faut l'abstraire au maximum à mon avis, et le voir comme un morceau de l'artefact. Pourquoi je dis morceau de l'artefact? C'est parce que on aura quand même parfois besoin de l'accompagner des dépendances de librairie, par exemple, donc avoir un peu de fichiers autour pour compléter. Ça marche. Et une dernière question de William. Vous parliez de la plateforme ONNX. Ouais. Sans doute optimisée. Peut-on opter pour des plateformes plus libres cependant? Alors c'est libre, hein, c'est open source, enfin libre au sens open source, ONNX. Alors c'est fait par, comme je le disais, Microsoft et Facebook. Allez voir du côté de PMML, moi pour des choses peut-être. Je ne saurais pas dire si c'est open source PMML, hein, mais voilà, c'est l'alternative, une des alternatives possibles aujourd'hui. Super. Écoute, Paul, peut-être si tu veux prendre la toute dernière de Jayan. Oui. Pour gérer les environnements test, dev, prod, Databricks, vous utilisez DevOps ou les environnements managés à l'intérieur de Azure Databricks? Alors, j'utilise DevOps et ça me fait plaisir parce que c'est un sujet que j'adore. Avec un peu de chance, il y a si vous allez voir sur méthodiac.org, qui est mon blog, vous allez trouver alors pas forcément tout aujourd'hui, mais j'ai essayé de faire pas mal d'articles sur ces approches-là. Donc sur Databricks et en particulier sur comment le faire en DevOps. Et j'utilise Azure DevOps et j'utilise un composant tiers. Si ça peut dépanner, je vais essayer de donner une réponse très concrète à la question. C'est ici. Si je le retrouve facilement, oui, ça a l'air d'être ça, mon CI/CD pour Databricks. Hop.
et ça marche très bien. Qu'est-ce que ça fait en fait, hein, concrètement? Ça prend les notebooks qui sont dans notre workspace Databricks de développement et ils sont synchronisés avec soit un repo Azure DevOps, soit un repo GitHub. Et ils sont déployés, enfin qu'on choisit, on lance ce qu'on appelle le pipeline de release, ce que je suis en train d'essayer de retrouver ici, hop, voilà. On lance le pipeline de release et ce pipeline, il fait tout simplement la copie des notebooks dans les workspaces. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout à toucher à l'environnement de prod. Et là, l'article qui pourrait vous intéresser là-dessus, c'est qu'en fait, souvent en dev, on pointe vers des ressources de dev. Si je déploie mon notebook tel quel, je vais peut-être avoir des chemins vers mes ressources de dev. Donc, je vous ai mis une astuce ici, avec des astuces, avec des variables d'environnement, qui permet justement d'avoir des chemins qui se recalent sur l'environnement. Voilà, donc je vous conseille ça. Donc, Azure DevOps avec le package. Je ne l'ai pas retrouvé, mais de mémoire, c'est DataSource. Enfin, si vous cherchez Databricks ici dans les outils, vous le trouverez. Il marche plutôt bien. Et pensez à cette astuce ici de cloisonner vos environnements en travaillant avec des variables d'environnement justement dans vos notebooks. Super. Merci infiniment, Paul. Il est 13h02. On va pouvoir clôturer le sujet. C'était parfait. Je vous ai remis tous les liens dans le chat qui redirige justement donc vers le GitHub transmis par Paul, vers son blog pour que vous puissiez le retrouver facilement, aussi vers le lien France DevOps pour suivre tous les événements organisés par la communauté.